Vous êtes de plus en plus nombreux à vous informer sur Évasion Guinée. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Ce sont les hauts cadres de l'État, membres du gouvernement, qui viennent à leur tour appuyer les efforts des autorités dans la lutte contre Ebola. La remise du don a eu lieu ce jeudi au ministère de la Santé. Ils ne sont pas contents. Les citoyens de Kapoor-Ray ont manifesté leur colère ce jeudi face à la décision de déguerpissement sans délai annoncée par le président de la délégation de la commune de Ratoma. Les Échos dans cette édition d'information. Exploitant l'utilisation de la biométrie dans le processus électoral en Guinée, en tout cas les commissaires de la CENI étaient en formation. Les différentes techniques d'examen et d'évaluation des fichiers électoraux biométriques ont été abordées. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Pour éradiquer le virus Ebola, les dons se multiplient. L'association des anciens membres du gouvernement et hauts cadres de l'État ont elles aussi procédé ce jeudi à la remise officielle de leur contribution au ministère de la Santé. Objectif, accompagner les efforts du gouvernement dans la lutte contre Ebola. Saran Camara. Composé d'eau, chlore, de savon et de seau, pour ne citer que cela, ce don est destiné au département de la santé. Il est question d'en faire bon usage pour stopper la chaîne de propagation du virus Ebola. En fait de contribution, il s'agit de 100 seaux de 100 litres avec couvercle, genre grand public, hôpitaux, universités, lycées, ministères, marchés, etc. 100 seaux de 30 litres avec couvercle. 200 seaux de réception de 15 litres, 50 cartons de savon, 20 bidons de 5 litres d'eau de javel, 20 bidons de 4 litres d'eau de javel, 400 robinets. Pour acquérir les kits qui viennent de vous être présentés, nous ne nous sommes pas limités dans notre collecte aux seuls membres de notre association. Nous avons battu le rappel de tous les anciens hauts cadres de l'État qui ont bien voulu répondre massivement à notre sollicitation. Constituée d'hommes et de femmes ayant servi la Guinée de 1958 à nos jours, cette association de type humanitaire se fixe les objectifs suivants. Tant que le fléau n'est pas vaincu, définitivement éradiqué, nous resterons mobilisés à vos côtés et au sein de la population pour le combattre. Ebola existe, c'est une évidence. Mais il n'est ni un mal absolu, ni un mal invincible. Mettons résolument de notre côté toutes les chances qui existent, en commençant tout d'abord par nous convaincre de l'existence de la maladie, si ce n'est déjà le cas, et convaincre s'il en demeure encore les derniers sceptiques, en respectant scrupuleusement les prescriptions des structures médicales et sanitaires, en observant individuellement et collectivement une bonne et stricte hygiène de vie, en ne baissant jamais les bras. En restant debout, tous debout, Ebola sera vaincu. L'association des anciens membres du gouvernement et au cadre de l'État ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Affronter le virus Ebola avec fraternité et union, telle est sa mission pour l'éradiquer. À présent, forte mobilisation des citoyens de Kapoor-Ray ce jeudi devant la mairie de Ratoma pour exprimer leur colère face à l'avis de déguerpissement sans délai annoncé par le président de la délégation de la dite commune, une décision qui s'inscrit dans le cadre de l'aménagement des espaces publics de l'État, un espace où il est prévu une construction d'une brigade de gendarmerie. Lansana Traoré pour le compte rendu. Les citoyens de Kapoor-Ray étaient fortement mobilisés ce matin devant la mairie de Ratoma. Objectif, s'imprégner des motifs réels de l'avis de déguerpissement sans délai. Signé par le président de la délégation spéciale de Ratoma, cet avis intervient dans le cadre de l'aménagement des espaces publics de l'État. Cette décision prise par les autorités est mal perçue par les habitants de Kapoor-Ray. Nous avons envoyé hier des papiers pour nous dire de déguerpir sans délai. Bon, c'est ça, nous sommes venus demander au maire pour qu'il nous explique pourquoi il a fait ça. Non, on ne peut pas déguerpir de chez nous sans délai, parce qu'on n'a nulle part là où aller. On connaît que là-bas. Nous sommes tous Guinéens ici. Nous vivons tous ici depuis 1996. Les casses qui ont été faits là-bas, est-ce qu'il y a des bâtiments construits? C'est de victimiser les gens, parce qu'il y a eu beaucoup de morts à travers ce qui a été fait là-bas. Kapoor-Ray aujourd'hui est transformé en garage. Je pense que la valeur humaine est plus que toute chose. Au lieu de venir gâter et laisser les herbes pousser ou bien amener les gros camions pour
pour faire chose, pour habiter les bandits. Le mieux c'est de laisser la population ou bien de venir expliquer à la population réellement où est le problème. Il vient, il parle avec la population. Nous sommes des citoyens. C'est eux qui nous gèrent actuellement. Selon la mairie de Ratoma, la décision concerne les baraques et non les habitations. 2 jours avant aujourd'hui, nous avons reçu une lettre du ministre de l'Habitat que les Chinois veulent construire pour la Guinée une brigade spéciale de gendarmerie et de la police à Kaporaï là-bas. Là où il y a des personnes qui sont installées, qui ont mis des conteneurs et des hangars de cuvettes. Sur place, j'ai répercuté la décision de monsieur le ministre de l'Habitat à la population de choses. Ils n'ont pas compris, ils sont venus. Nous sommes avec les députés, on est en train de parler de quoi qu'on va trouver une solution à ça. Parce qu'eux-mêmes ne refusent pas qu'on ne construise, de construire une brigade gendarmerie à Kaporaï. Ils ne refusent pas, mais ils ont très mal compris. Donc les députés nominaux de la commune de Ratoma sont là. Je suis aussi là. Tout le conseil est là. On est en train de voir. Dans une heure de temps, on pourra trouver une solution à ça. Il n'y a pas de meute, il n'y a pas de problème. Ces propos de Sékou Batuta Camara sont contestés par les citoyens de Kaporaï. Ce ne sont pas des baraques, c'est nos habitations propres. Les baraques sont ailleurs. Nous, c'est notre habitation ici. Et vous les avez vues, elles sont couchées, nos maisons. Les lettres de déguerpissement nous ont été adressées à nous-mêmes. Actuellement, c'est 33 bâtiments. Cet espace qualifié de domaine public réservé de l'État depuis 1985 est pourtant connecté au réseau de distribution d'eau et d'électricité. Nous sommes assujettis à cet axe. Nous avons l'eau, on paye l'électricité. Et l'occupation, c'est nos parents qui ont occupé ici. Bien avant, bien longtemps, très longtemps. Tout cela, c'est les coutumiers qui nous ont cédé, qui sont là. Si ce n'est pas eux, c'est leur fils. Si le président de la délégation spéciale de Ratoma parle de déguerpissement des baraques, pourquoi les agents de l'habitat ont-ils déposé cet avis dans 33 concessions? Une question qui reste pour l'heure sans réponse. Le projet de construction de la cité moderne de Conakry crée des troubles au sein de la communauté Baga. Ce jeudi, des membres de cette communauté se sont mobilisés sur le site où ils ont fait un sacrifice afin de démasquer des intrus qui seraient accaparés de leur indemnisation versée par la société occupante Andrea Akelamou. Ce site va abriter le futur centre administratif de Conakry. Il s'étendra sur une superficie 2 fois plus grande que celle de la commune de Kaloum. Propriétaires des terres, les Baga des quartiers Kobaya et Lambagny réclament une transparence dans leur dédommagement. La confusion serait causée par un petit groupe de personnes, d'où ce sacrifice. Un projet approuvé à l'avance mais qui pose un problème au niveau du partage des indemnités, explique le président de la délégation spéciale de Ratoma. Il y a des personnes qui sont fait infiltrer, qui sont fait inscrire sur la liste, qui ont eu beaucoup d'argent par rapport à eux. Ils ne sont pas contre le projet, c'est pas vrai. Mais l'argent qu'on leur a donné est petit. Il y a des gens qui sont fait inscrits sur cette liste, qui ne sont pas de Kobaya, qui n'ont même pas 1 mètre carré de Bora. Un patrimoine familial racheté à bas prix dénonce ce propriétaire terrien. Dans aucune partie du monde dans lequel nous vivons maintenant, 1 mètre carré de sol ne se vend jamais à 3745 francs. Vous voyez? Alors c'est ça le problème. C'est comme si moi je disais tout de suite, je veux de ton micro là. Tu dis ok, je suis entièrement d'accord. Mais c'est toi qui dois mettre le prix de ton micro, on doit négocier, non? Hein? Et si maintenant, moi qui veux avoir acheté le micro, je donne mon prix et je m'impose à ce prix, est-ce que tu serais d'accord avec moi? Soucieux de résoudre la crise, les autochtones proposent alors un lot de solutions. Premièrement, être actionnaire de ces lieux. Deuxièmement, avoir une pension après réalisation du site. Troisièmement, si on n'a pas tous ces deux-là, nous indemniser à hauteur de ce que la condition réclame. Puisqu'on ne peut pas quitter ici. Demain, nos enfants retombent dans la pauvreté. Les Baga, premiers habitants de la ville de Conakry, sont de jour en jour dépossédés de leurs terres ancestrales. Une triste réalité qui se fait parfois sans indemnisation.
Toujours dans l'actualité nationale, l'Organisation mondiale du commerce demande aux pays membres de publier le programme de la campagne de commercialisation des produits agricoles. Le ministre guinéen du Commerce s'est prêté ce jeudi à ses devoirs. Marc Yombuna a officiellement publié la campagne annuelle de commercialisation des produits agricoles guinéens pour la saison 2014-2015. Benoumar Silla. Pour la Guinée, la campagne commence au mois d'octobre 2014 jusqu'en mars 2015. Elle concerne le cacao, le café et la noix de cajou pour la commercialisation à l'international. Pour l'exercice 2014-2015, la campagne de commercialisation commence aux dates ci-après. 1er octobre 2014 pour le cacao déjà en cours. 1er décembre 2014 pour le café. 1er mars 2015 pour la noix de cajou. J'invite à cet effet les opérateurs des différentes filières, les chambres consulaires et les services de l'administration à se conformer strictement aux dites dates. Cette campagne de commercialisation des produits agricoles permettra à la Guinée de se maintenir sur le marché international d'exportation des produits agricoles. Et l'épidémie d'Ebola qui sévit dans le pays n'a pas empêché les paysans dans leur production, un engagement salué par les autorités. Je remercie tous les petits paysans des zones de production de café, cacao et de noix de cajou pour leur soutien à la politique de développement du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Malgré la survenance de l'épidémie hémorragique à virus Ebola, ils ont continué à entretenir leurs champs pour permettre à notre pays de rester sur le marché d'exportation de ces produits phares. La publication du programme de cette campagne annuelle de commercialisation des produits agricoles est une recommandation de l'Organisation mondiale du commerce à ses pays membres. Les inspecteurs et contrôleurs de l'inspection générale de l'administration publique sont à l'école de gestion des ressources humaines. C'est pour leur permettre de bien jouer leur rôle, celui d'assurer la police dans les structures de l'administration publique. Aïssata Kaba nous en dit plus. 21 jours devraient permettre aux inspecteurs et contrôleurs de l'inspection générale de l'administration publique de renforcer leurs capacités, une formation axée sur la gestion des ressources humaines et l'évaluation des performances du personnel des services publics de l'État. En 2011, nous avons reçu une consultante pour faire l'étude organisationnelle de l'inspection générale de l'administration publique. Alors, au terme de cette étude, il a été révélé que l'inspection générale de l'administration publique disposait des jeunes cadres de formation disparate et qui avaient besoin de formation spécialisée en contrôle, en audit, en évaluation. Alors, c'est pourquoi une requête a été introduite auprès de la banque en vue de mettre à notre disposition des experts spécialistes en contrôle pour former les jeunes afin que les jeunes soient capables de relever les défis qui sont aujourd'hui multiples dans notre pays en matière de modernisation de l'administration publique. Il y a une idée de base, c'est que le bien de l'État, en argent, en matériel ou en hommes, doivent subir au bout de la course une reddition de comptes. L'État ne peut pas vous donner quelque chose sans qu'il ait en même temps l'occasion de vous demander ce que vous en avez fait. Et c'est l'occasion maintenant d'apprendre à nos inspecteurs, à nos contrôleurs, les redditions de comptes, comment faire le contrôle, vers qui faire le contrôle, comment réaliser les résultats. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la réforme et de la modernisation de l'administration publique guinéenne. Bon, au sortir de cette formation, ce groupe d'agents formés, de contrôleurs formés, seront à leur tour des formateurs pour diffuser le même modèle de formation à d'autres publics cibles qui seront les contrôleurs et les inspecteurs dans les services publics, dans les administrations déconcentrées et décentralisées. Ce programme de formation concerne tous les départements ministériels et s'étendra sur 1 an pour rendre efficaces les services de l'administration du pays.
Je vous le disais tantôt, l'usage de la biométrie dans le processus électoral en Guinée. Enjeux et perspectives, c'est le thème d'une session de formation de 2 jours qui a réuni les commissaires de la CENI, les différentes techniques d'examen et d'évaluation des fichiers électoraux biométriques ont été passées en revue tout au long de la formation. Aboubakar Sidiki Mané. L'introduction de la biométrie dans le processus électoral vise à assurer la transparence du vote fondé sur le principe « un électeur, une voix ». Ce principe est considéré à juste titre comme l'un des piliers de la sincérité du scrutin. Pour ce faire, toutes les étapes du processus doivent être prises en compte, de l'inscription des électeurs au résultat définitif en passant par les opérations électorales. Nous avons, pendant cet atelier, au fur et à mesure qu'on parlait des grands concepts de la biométrie, expliquer quelle a été la procédure qui a présidé au choix que vous connaissez tous, celui de Gemalto aujourd'hui, qui est une adjudication provisoire, parce qu'on va rentrer dans un cycle de négociation avec eux pour ajuster son produit aux réalités guinéennes. Cette session de formation sur la biométrie a une importance majeure dans le respect du droit à la vie privée, à condition qu'elle ne soit pas enfermée dans le cadre des intellectuels et des hommes politiques. Il faut que tous les Guinéens soient formés à la connaissance des données à caractère personnel. Puisque aujourd'hui nous sommes dans le cadre de la CENI, donc c'est le côté électoral. Et donc il faut former, si vous voulez, le peuple, il faut former les citoyens à la connaissance de ces données pour que notre vote soit sain dans notre pays, pour qu'il ne soit plus pas possible pour qui que ce soit de détourner des données à caractère personnel pour gagner des élections. L'usage de la biométrie en Guinée, le respect du droit à la vie privée et la protection des données personnelles est le thème principal de cette session de formation à l'intention des commissaires de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, une étape cruciale avant les futures échéances électorales. Le produit de ce travail a permis à l'organisme de gestion électorale à organiser les élections de 2010, les élections de 2013. Sans encore avoir une maîtrise parfaite des enjeux liés à cela. Nous pensons que cet atelier, par la diversité des intervenants, par la profondeur et la qualité justement des interventions et des sujets, nous espérons que, au sortir de cette rencontre, les commissaires auront encore à leur disposition des outils d'analyse, des outils, je dirais, de gestion du prochain fichier, que ce soit le prochain fichier que le fichier actuel. Des échanges entre les différents commissaires présents à cette session de formation ont été un moyen de renforcement de leurs connaissances sur la biométrie. Eh bien, l'insalubrité devient de plus en plus préoccupante en Guinée. Les caniveaux sont devenus, pour ces temps citoyens, de véritables dépotoirs d'ordures. Il suffit de faire un tour dans la capitale pour s'apercevoir des réalités. En tout cas, selon le constat de notre reporter Conakry, est loin d'être une ville propre. Nino Moubalde. Malgré les importants fonds débloqués pour rendre la ville de Conakry propre, la capitale guinéenne est loin de ce rêve. Du centre-ville jusqu'en banlieue, les caniveaux sont remplis d'ordures. Conséquence, ces égouts sont bouchés pour la plupart. Pour Chérif Ali, les citoyens guinéens doivent se soucier de la propriété de leur environnement. Chacun fait ce qu'il veut et ça ne se doit pas. Maintenant, les ordures, là, les gens viennent chaque fois la mer des ordures sur les poussées, c'est pas bon. L'appel que je lance à les citoyens, chacun n'a qu'à prendre ses dispositions et chacun n'a qu'à faire du mieux pour éradiquer cette fléau. Ces deux citoyens, quant à eux, pensent que la meilleure façon d'éviter les dépôts d'ordures dans les caniveaux, c'est de les couvrir. Au niveau des caniveaux, là, toujours il y a des gens qui tombent ici. Normalement, on doit couvrir le caniveau. En ce moment, si c'est couvert, personne ne va pas tomber dedans. Là où nous sommes assis, là, tu ne pouvais même pas s'asseoir ici. Ça sent mauvais. Donc il n'y a personne qui nettoie. Tout le monde prend des ordures, il vient, il met ça ici. Je veux que le gouvernement prenne les dispositions des cadinos là. Bon, donc ils n'ont qu'à fermer les cadinos là. Le gouverneur de la capitale s'est engagé dès sa nomination dans une vaste opération dénommée Conakry Ville propre. Cependant, cette initiative salutaire semble rester lettre morte.
Dans les faits divers de cette édition, la coiffure est devenue de nos jours un métier indispensable dans la vie des femmes, une activité peu rentable en Guinée depuis l'apparition de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Les femmes ont peur de fréquenter les salons de coiffure à cause du manque d'hygiène. Reportage signé Alamondi Sano Djoumessi et Falidou Diallo. La fièvre hémorragique à virus Ebola continue son petit bonhomme de chemin. Ayant fait de nombreuses victimes, cette maladie a aussi réussi à perturber la majeure partie des activités de la population de Conakry, notamment celle des coiffeuses du quartier Madina. Si ces dernières années, le marché était pris d'assaut par les femmes qui venaient faire leur tête avec la présence du virus Ebola dans le pays, rares sont aujourd'hui celles qui viennent se faire coiffer. Les coiffeuses se plaignent de la rareté des clientes depuis l'apparition de ce fléau. Ces femmes ne perdent pas espoir, pourtant, elles se consolent dans la fabrication des perruques qui, selon elles, sont plus faciles à écouler. Actuellement, nous souffrons beaucoup. Il n'y a pas de clientèle. Nous sommes obligés de faire des perruques, ensuite les revendre pour satisfaire nos besoins. Après le boulot, même le prix de déjeuner, nous ne gagnons pas. À plus forte raison, le transport. Des fois, nous rentrons bredouilles à la maison. Nous prions pour que cette maladie s'éloigne d'ici. Ça a changé un peu de la clientèle. Ça a changé un peu... En tout cas, beaucoup de choses. Des fois, on fait les perruques. On préfère vendre ça aux gens. C'est facile avec les perruques, les tissages. On fait les tissages en perruque et puis on vend. Pour cette propriétaire de salon de coiffure, Ebola n'est pas une fatalité. À cet effet, elle exhorte les populations à respecter les mesures préventives pour éradiquer Ebola afin qu'elle puisse reprendre le cours normal de la vie. C'est pas à cause d'Ebola, on peut arrêter tout. Ebola, c'est pas quelque chose... Si ça arrivait, c'est que ça arrivait et ça peut partir. Et si Dieu veut, si Dieu le veut, ça peut repartir et puis nous laisser où il nous a trouvés. Bien qu'au ralenti, ce métier demeure pour ces femmes, analphabètes pour la plupart, la seule activité rémunératrice pour subvenir à leurs besoins quotidiens. L'actualité sur le continent à présent, Burkina Faso, Isaac Zida annonce un gouvernement d'ici 3 jours. Beaucoup de questions sur la validation de ce militaire qui était le numéro 2 de la garde de l'ex-président Blaise Compaoré. Suivez. Mardi dernier, sur le tapis rouge, le lieutenant-colonel Zida est l'homme fort du Burkina Faso. C'est en treillis que le chef de l'État par intérim s'apprête à remettre les clés du pays à Michel Kafando. Le nouveau président provisoire, le voici, c'est un ex-ambassadeur placé pour la première fois sur le devant de la scène. En moins d'un mois, les militaires passent donc le pouvoir aux civils. Alors dès son discours d'investiture, Michel Kafando parle déjà du Burkina Faso comme d'un exemple. Notre pays ne saurait être une république bananière. Nous avons les yeux ouverts. La jeunesse burkinabé a les yeux ouverts. Les femmes burkinabées ont les yeux ouverts. Mais les yeux grands ouverts, quelques heures plus tard, les Burkinabés ont la surprise de voir la nomination express d'un Premier ministre qu'ils connaissent déjà. Article 1. M. Yacouba Isaac Zida est nommé Premier ministre. Le lieutenant-colonel Zida reste sur les marches du pouvoir au poste de chef de gouvernement, toujours en treillis. Ce choix est une marque de confiance à l'endroit des forces de défense et de sécurité et à l'endroit de ma modeste personne. Modeste au point d'avoir veillé à ne pas définir précisément les attributions du président et du Premier ministre dans la nouvelle charte de transition adoptée dimanche dernier. Alors qui détient réellement aujourd'hui les rênes du pouvoir au Burkina Faso? Les représentants de la communauté internationale et les Burkinabés dans les rues de Ouagadougou avaient pourtant affiché leurs vœux pour une transition strictement civile. L'armée doit quitter immédiatement la scène publique. L'armée est réservée pour sauvegarder le territoire national. C'était il y a une quinzaine de jours, la rue était claire, le pouvoir beaucoup. On se penche ce soir sur cette nouvelle vidéo de propagande du groupe de l'État islamique au niveau des djihadistes qui veulent leur passeport et qui appellent à attaquer la France. Pendant ce temps, les Syriens, eux, connaissent la guerre. Regardez cet exemple, édition la ville d'Alep. Ces Syriens d'Alep se préparent à un véritable périple. Depuis les quartiers contrôlés par le régime de Bachar al-Assad jusqu'aux zones, elles, sous contrôle des rebelles.
Un trajet qui prenait 10 minutes avant la guerre, une dizaine d'heures aujourd'hui. J'ai une pharmacie dans la campagne. Nous sommes obligés d'aller de Alep à Hama pour pouvoir arriver à ma pharmacie qui est sous contrôle de l'armée libre. C'est très long, il y a des barrages, des fouilles. C'est très difficile. Alep, l'ancienne capitale économique syrienne, est aujourd'hui coupée en deux. Et pour passer d'un côté à l'autre, il faut désormais parcourir plus de 400 km. Le bus doit traverser des zones contrôlées par le régime syrien vers le sud, puis par l'armée libre, et enfin par l'organisation État islamique, avant de remonter vers le nord et de revenir à Alep. Un voyage éprouvant et surtout extrêmement dangereux. Les difficultés commencent vraiment une fois entrés dans les zones des organisations terroristes liées à l'État islamique, pour pouvoir revenir à Alep. C'est environ 400 ou 500 km. Souvent, des djihadistes armés montent dans le bus. Ils s'assurent que personne n'écoute de la musique et que les femmes sont bien voilées et accompagnées. Ici, de l'autre côté d'Alep, dans le quartier Al-Shar, on retrouve les mêmes souffrances de ceux qui doivent faire le trajet inverse. Il y a des barrages, beaucoup de dangers, mais je dois faire ce trajet car je suis fonctionnaire et c'est ma seule source de revenus. Je voyage parfois 2 ou 3 fois dans la semaine. Il faut payer $25 et parfois des pots de vin au barrage. Environ 1500 personnes font ce trajet tous les jours, un voyage de la peur et surtout une plongée dans l'inconnu, car tout peut basculer en fonction des mouvements des forces sur le terrain. C'est un véritable fléau. Au Venezuela, le pays détient le record des grossesses d'adolescentes en Amérique du Sud. Alors, pour sensibiliser les parents, des organisations non gouvernementales ont lancé une opération qui frappe les esprits. Suivez. Exposer des vêtements de grossesse pour adolescentes, c'est choquant et c'est le but. Au moment où tout le monde s'inquiète de la rentrée des classes, des uniformes pour ses enfants, nous voulons que les parents voient ces adolescentes et pensent que l'une d'entre elles pourrait être leur fille. Une campagne coup de poing dans ce pays conservateur où 22% des naissances concernent des jeunes filles de moins de 19 ans. Nous aimerions que les gens parlent de la grossesse des adolescentes. Pour la plupart, ce sujet est devenu tabou parce que les parents ne parlent pas de sexualité avec leurs enfants. Ce tabou, Elisabeth l'a vécu lorsqu'elle est tombée enceinte de son premier fils à 17 ans. J'étais très bonne élève, j'avais passé tous mes examens. Mais le problème, c'est que ma mère était choquée. Elle m'a retirée du lycée, de honte que mes amis me voient enceinte en uniforme. Elle croyait que c'était impensable qu'une élève assiste au lycée avec un très gros ventre. Pour elle, c'était une honte. Près de ces mannequins, un panneau résume cette situation. Toutes les 3 minutes, une adolescente de moins de 18 ans tombe enceinte au Venezuela. Voilà, c'est à présent fini. Merci de l'attention pour ceux qui viennent de nous prendre la marche. Rendez-vous sur le www.groupeevasionguinée.info. À bientôt.